Octobre, les feuilles tombent, l'air se rafraîchit, et on pourrait croire que le potager peut enfin être laissé au repos jusqu'au printemps, n'est-ce pas? Eh bien, détrompez-vous. C'est précisément maintenant qu'une seule petite erreur peut compromettre l'intégralité de votre récolte de l'année prochaine. Aujourd'hui, nous allons décortiquer les erreurs les plus insidieuses et les plus inattendues que les jardiniers commettent en octobre, persuadés d'agir correctement. Et je vous le garantis, certaines d'entre elles vous surprendront et l'une d'elles pourrait bien révolutionner votre approche des tâches automnales. Abordons le mois d'octobre non pas comme la fin de la saison, mais comme la préparation d'un nouveau départ. C'est un peu comme poser les fondations d'une maison. Si elles sont mal établies, toute la structure sera instable. Il en va de même pour votre potager. Tout ce que vous ferez ou ne ferez pas en octobre influencera directement la santé de votre sol, le nombre de nuisibles et la vigueur de vos futures plantations. Prenons donc ce mois très au sérieux, mais sans céder à la panique. Commençons par l'erreur la plus courante et, en apparence, la plus anodine. La récolte est terminée, les forces nous lâchent, et sur les parcelles, on laisse traîner des montagnes de fanes de tomates, des lianes de concombres séchés et des feuilles de choux. Et la pensée nous vient. Laissez donc, c'est de la matière organique, ça se décomposera pendant l'hiver et deviendra un engrais naturel. Cela semble logique, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est l'un des pièges les plus insidieux pour tout jardinier. En laissant ces résidus végétaux sur vos parcelles, vous n'enrichissez absolument pas le sol. Vous leur construisez même un hôtel 5 étoiles à tous ces ravageurs et maladies qui vous ont tant tourmenté durant l'été. Les spores du mildiou, de l'oïdium, de la cladosporiose et d'autres maladies fongiques hivernent à merveille sur ces fans. Sous les feuilles en décomposition, les limaces déposent leurs œufs. Quant aux larves de ravageurs, elles trouvent un refuge idéal dans les racines et les tiges. Au printemps, dès les premières chaleurs, toute cette armée se réveillera pleine d'énergie, guettant vos jeunes et tendres plantations. C'est pourquoi la règle numéro 1 pour octobre est le grand nettoyage. Toutes les fanes saines, direction le compost. Quant à tout ce qui présente le moindre signe de maladie, il faut l'éliminer sans pitié de votre parcelle. L'idéal, le brûler. Des parcelles propres à l'automne, ce n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est le gage de la bonne santé de vos futures récoltes. Parfait, les planches sont impeccables. La main se tend naturellement vers ma fidèle pelle. On dirait que le moment est venu d'ameublir le sol en profondeur pour la future récolte, de le retourner sur toute la hauteur de la bêche afin que la couche inférieure se retrouve au-dessus. C'est ce que faisaient nos grands-pères et cela semble être la seule bonne solution. Mais attention, c'est précisément là que nous risquons de commettre une deuxième erreur grossière. Imaginez que le sol n'est pas juste de la terre, mais un immeuble résidentiel à plusieurs étages. Aux étages supérieurs vivent des micro-organismes qui ont besoin d'air, les aérobies. Ils transforment la matière organique et rendent les nutriments accessibles aux plantes. Et aux étages inférieurs vivent les anaérobies, pour qui l'oxygène est au contraire nocif. Que se passe-t-il quand on retourne une motte de terre? On intervertit littéralement les étages. Les aérobies, se retrouvant en bas sans air, périssent. Les anaérobies, une fois en haut, meurent aussi de l'oxygène. On détruit toute une armée de nos assistants invisibles, on altère la structure du sol, on brise les capillaires par lesquels l'humidité remonte. Au lieu d'une terre vivante et meuble, on risque d'obtenir au printemps une masse inerte et sans structure. Donc, oubliez le labour profond avec retournement. La meilleure solution est un ameublissement superficiel sur 5 à 7 cm avec une binette ou un motoculteur sans retourner la terre. Ainsi, on coupera les mauvaises herbes et on préservera la structure du sol. Bon, la terre est délicatement ameublée sans la retourner. Et maintenant, trop de jardiniers, le sentiment du devoir accompli, se contentent de partir, laissant leurs parcelles noires et à nu. C'est la troisième erreur, et elle risquerait d'annuler tous vos efforts précédents. Laisser le sol à découvert pour l'hiver, c'est comme envoyer un soldat au front sans protection. Les pluies verglaçantes vont briser la structure du sol, le transformant en une croûte compacte.
les vents violents emporteront la couche la plus précieuse et fertile, celle que vous avez patiemment construite au fil des ans. Au printemps, les eaux de fonte lessiveront les nutriments en profondeur, là où les jeunes racines ne pourront plus les atteindre. Résultat, au printemps, au lieu d'une terre reposée et pleine de vitalité, vous retrouverez un sol épuisé et compacté. Que faire alors? Il faut la couvrir et la nourrir. La méthode la plus simple est le paillage. Recouvrez vos parcelles d'une bonne couche de compost, de fumier, d'herbes de tonte ou de feuilles mortes saines. Ce paillis, telle une couverture douillette, protégera le sol, le gardera meuble et offrira un festin de choix aux vers de terre et aux micro-organismes bénéfiques. Ils travailleront sans relâche tout l'hiver, rendant votre terre encore plus fertile. Autre option, semer des engrais verts comme la moutarde ou l'avoine. Ils formeront un tapis végétal vivant qui protégera le sol tout aussi efficacement que le paillage. Retenez bien ceci, une parcelle couverte pour l'hiver, c'est la garantie d'un travail printanier facilité et d'une terre saine et fertile. Passons maintenant aux mauvaises herbes, ces ennemis silencieux mais si insidieux. En octobre, elles ne sont plus aussi vertes et agressives. On a l'impression qu'elles ont baissé les bras et que la première gelée les achèvera définitivement. La tentation est grande de tout laisser tel quel jusqu'au printemps. Pourquoi se fatiguer? Et c'est précisément la quatrième erreur, très courante. Certes, les mauvaises herbes annuelles ne représentent effectivement plus de menace, mais le véritable ennemi ce sont les vivaces, le chien-dent, les gopodes, le pissenlit, le liseron. C'est justement en octobre qu'elles ne dépensent plus leur énergie pour la croissance de leur feuillage. Toute leur énergie se concentre dans leurs racines. Elles stockent activement des nutriments pour survivre à l'hiver et provoquer une véritable explosion de croissance au printemps. En les laissant dans votre potager, vous leur donnez en somme l'occasion de s'enraciner tranquillement et de se préparer à l'assaut du printemps. Et croyez-moi, au printemps, elles démarreront avec une telle vitesse que vos jeunes pousses cultivées et délicates ne pourront tout simplement pas rivaliser. C'est maintenant, tant que la terre est encore meuble et humide, le moment idéal pour la bataille décisive. Armés d'une fourche-bêche ou d'un arrache-racine spécialisé, il faut les arracher méthodiquement avec leurs racines. Chaque racine de chien-dent que vous déterrerez maintenant, c'est des dizaines de ces futurs plants en moins la saison prochaine. Ce n'est pas un travail vain, mais une préparation stratégique du terrain avant les futures plantations. Détournons un instant notre regard des potagers pour nous concentrer sur nos plantes vivaces, nos arbustes d'ornement et nos petits fruitiers. En les observant perdre leurs feuilles et se préparer à l'hiver, une envie irrépressible de faire le ménage s'empare de nombreux jardiniers. Le sécateur en main, c'est parti pour une taille radicale. Je taille court, ça me fera moins de travail au printemps, pense le jardinier. Et il commet là la cinquième erreur, et l'une des plus préjudiciables. Une taille trop précoce et trop sévère en octobre est un énorme stress pour la plante. Premièrement, les coupes n'ont pas le temps de cicatriser correctement avant les gelées, devenant ainsi des portes ouvertes aux infections. Deuxièmement, et c'est là le point crucial, une telle taille peut provoquer le réveil des bourgeons dormants. La plante, trompée par une chaleur passagère, croit que le printemps est arrivé et émet de nouvelles pousses tendres. Or, ces jeunes pousses seront inévitablement détruites par le premier gel sérieux. C'est non seulement une dépense d'énergie inutile pour la plante, mais aussi une voie vers son affaiblissement, voire sa mort. En octobre, on ne doit pratiquer qu'une taille sanitaire, se contenter de retirer les branches mortes, cassées ou manifestement malades. Il est préférable de reporter toutes les tailles de formation, de rajeunissement et les tailles radicales à la fin de l'automne, quand la sève est complètement au repos ou au début du printemps. Laissez vos plantes vivaces entrer sereinement et correctement en dormance. Alors, le travail bat son plein. Nous avons retiré les fans, ameubli le sol et taillé les branches mortes. Nos outils ont fait leur travail avec brio, et c'est ainsi que, épuisés, nous jetons pêle-mêle la bêche, le sécateur, la fourche et le râteau dans la remise. Ils se reposeront jusqu'au printemps, pensons-nous. Et c'est à cet instant précis que nous commettons une sixième erreur, silencieuse mais très fâcheuse. Laisser ces outils de jardin sale, ce n'est pas seulement un manque de soin,
c'est la voie royale pour les détériorer et créer un véritable nid à maladies. Sur les lames du sécateur et de la scie restent les sèves de plantes malades et les spores de champignons. Sur la bêche et la serfouette, des mottes de terre collées qui, tel un cataplasme humide, provoqueront la rouille tout l'hiver. Au printemps, vous ne sortirez pas de la remise des alliés, mais des outils rouillés, émoussés et potentiellement contaminants. Non seulement il est difficile de travailler avec eux, mais c'est aussi dangereux. D'une seule coupe avec un tel sécateur, vous pouvez transférer une maladie d'un vieux buisson malade à un jeune arbre sain. Alors, prenez la bonne habitude. Une fois le travail terminé, nettoyez et entretenez vos outils. Ça ne vous prendra que 10 à 15 minutes. Nettoyez-les de la terre et des résidus végétaux. Lavez-les, puis séchez-les à fond. Essuyez les parties métalliques avec un chiffon huilé. Vous pouvez en outre désinfecter les lames des sécateurs et des scies avec de l'alcool ou une solution spéciale. Un tel entretien non seulement prolongera considérablement la durée de vie de vos outils, mais il sera aussi le gage de la bonne santé de tout votre jardin. Abordons à présent les plus vulnérables de nos résidents, les jeunes arbres, les pommiers, poiriers, pruniers plantés cette année ou l'année dernière. À l'automne, ils semblent robustes, leur écorce est déjà lignifiée, et on pourrait croire que l'hiver ne leur fera aucun mal. Nombre de jardiniers, rassurés, les oublient tout simplement jusqu'au printemps. C'est la 7e, et peut-être l'une des erreurs les plus regrettables, car elle peut coûter la vie à l'arbre. Avec l'arrivée du froid et des premières neiges, des invités affamés font leur apparition dans notre jardin, les souris et les lapins. Pour eux, l'écorce tendre et juteuse des jeunes plants est un véritable festin, surtout quand il n'y a pas d'autre nourriture disponible. Ils peuvent ronger le tronc sur tout son pourtour, endommageant le cambium, cette couche vitale par laquelle circulent les nutriments. Ce type de dommage, appelé ceinturage, entraîne presque toujours la mort de l'arbre. Au printemps, l'arbre peut même produire quelques feuilles, mais il dépérira rapidement par la suite. Protéger les jeunes plants est pourtant très simple. Il ne faut pas attendre les premières neiges. C'est en octobre qu'il faut agir. Les troncs doivent être badigeonnés d'une chose arboricole spéciale, additionnée de sulfate de cuivre. C'est à la fois une protection contre les nuisibles et une prévention des brûlures solaires de début de printemps. Ensuite, il faut envelopper le jeune tronc d'un grillage plastique spécial, de toile de jute ou même de vieux collants en nylon. L'essentiel est que la protection soit respirante pour éviter que l'écorce ne macère. Cette procédure simple est la meilleure assurance pour la pérennité de votre futur jardin. Octobre, ce n'est pas uniquement le temps des récoltes, c'est aussi celui des semis. L'idée d'obtenir une récolte précoce de carottes, de betteraves ou de légumes verts au printemps est très séduisante. Beaucoup de jardiniers enthousiastes se précipitent alors au jardin avec leurs sachets de graines, et c'est là qu'une erreur souvent sous-estimée peut compromettre leurs efforts, un mauvais choix des dates et des cultures pour les semis d'automne. Le principe fondamental de cette méthode est simple. Les graines doivent gonfler dans le sol humide d'automne, mais absolument pas germer avant l'arrivée des gelées durables. Si vous les semez trop tôt, par une douce journée d'octobre, la chaleur et l'humidité provoqueront une levée rapide et uniforme. Les premières gelées sérieuses anéantiront alors impitoyablement ces jeunes pousses délicates. Tout ce travail sera vain. C'est pourquoi, pour réussir vos semis d'automne, il est impératif d'attendre que la température se stabilise entre 0 et plus 2 degrés Celsius et que le sol commence à geler légèrement. Cela se situe généralement fin octobre, voire en novembre, en fonction de votre région. Par ailleurs, il est essentiel de garder à l'esprit que toutes les cultures ne se prêtent pas à cette pratique. Par exemple, semer des radis avant l'hiver est une mauvaise idée. Ils risquent fortement de monter en graines. En revanche, les carottes, les betteraves, l'ânette, le persil, les épinards et le panais sont d'excellents candidats. Ces cultures bénéficieront d'une stratification naturelle par le froid et lèveront au printemps, vigoureuses et endurcies, avec une avance de 2 à 3 semaines sur les semis de printemps. Tandis que nous nous affairons à ranger les jardins extérieurs, n'oublions pas notre précieuse serre. Cet été, elle nous a offert de généreuses récoltes, mais la voilà désormais vide. La tentation est grande de simplement fermer la porte jusqu'au printemps, se disant que le froid hivernal se chargera de faire disparaître tous les nuisibles et les maladies.
et c'est là une 9e erreur, et non des moindres, car elle est particulièrement dangereuse. Une serre est un espace clos qui offre un microclimat idéal non seulement pour vos plantes, mais aussi pour leurs ennemis. En la laissant sale avec des restes de culture, des attaches et des mauvaises herbes, vous créez un véritable foyer idéal pour la phytophthora, la cladosporiose, les acariens ou araignées rouges et les alerodes ou mouches blanches. Leurs spores et leurs larves passeront l'hiver sans encombre dans le sol, dans les fissures de la structure et sur les résidus végétaux non ramassés. Et au printemps, dès que vous y installerez vos jeunes pousses, ils s'attaqueront à elles avec une vigueur redoublée. Il sera alors bien plus difficile de les combattre. C'est pourquoi le mois d'octobre est dédié au grand nettoyage complet de la serre. Il est impératif d'enlever absolument tous les résidus végétaux. Lavez minutieusement la structure et le revêtement, qu'il s'agisse de polycarbonate ou de bâches plastiques, avec du savon noir, du savon de Marseille ou d'autres produits d'entretien adaptés. Bêchez ou ameublissez la terre. Idéalement, une désinfection s'impose également. Vous pouvez opter pour des biopréparations qui enrichiront le sol en micro-organismes utiles ou effectuer un traitement à la mèche de soufre si votre serre est située loin des habitations. Une serre propre et désinfectée dès l'automne, c'est la garantie de 80% du succès pour la saison suivante. Bon, nous avons enfin débarrassé tous les résidus de plantes des potagers et de la serre. Mais alors qu'en faire? La réponse est simple, direction le compost. C'est précisément là que se cache la 10e erreur, souvent insoupçonnée. La plupart des gens se contentent de jeter tous leurs déchets végétaux en un gros monticule et l'oublient jusqu'au printemps. Malheureusement, cette approche transforme ce qui pourrait être notre or noir en un simple tas de matière en putréfaction. Un compost réussi n'est pas un dépotoir, mais un organisme vivant qui, pour bien fonctionner, requiert des conditions spécifiques. Tout d'abord, il est impératif de ne jamais mettre de plantes malades dans votre compost. Leurs spores, loin de disparaître, proliféreront au contraire à merveille dans cet environnement chaud et humide, risquant de contaminer vos futures cultures. Ensuite, pour un processus de décomposition optimal, l'équilibre entre les matières vertes et brunes est crucial. Les matières vertes sont les fanes fraîches, l'herbe tondue, les déchets de cuisine, toutes riches en azote. Les matières brunes, elles, incluent les feuilles mortes, la paille, la sueur ou le carton, riches en carbone. En automne, nous avons généralement l'embarras du choix pour les deux catégories. L'astuce est de les superposer en couches, alterner une couche de résidus verts avec une couche de feuilles mortes, puis de nouveau de l'herbe coupée et, pourquoi pas, un peu de sueur. Cette méthode assure une excellente aération et un apport équilibré de nutriments essentiels aux micro-organismes. Enfin, et c'est le 3e point important, il est très bénéfique d'arroser votre tas de compost d'automne avec des préparations à base de micro-organismes efficaces ou EM. Ces produits accélèrent non seulement la décomposition, mais enrichissent aussi le futur compost d'une microflore des plus utiles. Un compost ainsi préparé correctement en automne se transformera, dès l'été suivant, en un engrais meuble, riche et nutritif, prêt à sublimer votre jardin. En octobre, le temps est souvent sec. Les feuilles tombent, la terre semble aride et par pure habitude, les jardiniers continuent d'arroser. Ce sont surtout les plantes gourmandes en eau, les conifères et le gazon qui en font les frais. On pense bien faire en les aidant à se préparer pour l'hiver. Pourtant, en réalité, cet excès d'eau à cette période est une erreur insidieuse, la 11e faute cachée. L'été, sous la chaleur, les plantes absorbent activement l'eau et l'évaporent par leurs feuilles. Mais en octobre, tous les processus ralentissent. Les journées raccourcissent, les températures baissent et la photosynthèse est presque à l'arrêt. Les plantes entrent en dormance et leurs besoins en humidité deviennent alors minimes. Lorsque nous continuons de les inonder, le système racinaire ne parvient tout simplement plus à suivre. L'eau stagne dans le sol, asphyxiant les racines en chassant l'oxygène. Dans ces conditions anaérobies, les racines commencent à pourrir. Cela affaiblit considérablement la plante avant l'hiver, la rendant très vulnérable au gel et aux attaques fongiques.
Bien sûr, si octobre se révèle anormalement sec et doux, un léger arrosage peut être bénéfique. Mais dans la grande majorité des cas, les pluies automnales suffisent amplement. L'exception réside dans ce que l'on appelle l'arrosage d'hivernage ou arrosage de pleine terre. On le pratique une seule fois, tard en automne, juste avant les premières gelées. L'objectif de cet arrosage est d'imbiber le sol en profondeur afin d'y stocker l'humidité, protégeant ainsi les racines du gel intense lors d'un hiver rigoureux et sans neige. Mais il s'agit bien d'une action ponctuelle et non de pratique régulière. La récolte est ramassée, triée et prête à être entreposée. Pommes de terre, carottes, betteraves patientent dans des sacs et des caisses. Mais la fatigue s'installe et il n'est pas rare que ces sacs restent quelques jours, voire une semaine, à la grange, sur la véranda ou même au potager, sous un abri. Nous nous disons, rien ne leur arrivera. Et c'est précisément là que se cache la 12e erreur, une erreur coûteuse qui peut nous faire perdre une part importante de notre récolte. Les légumes, lorsqu'ils sont destinés à une longue conservation, sont des organismes vivants. Ils continuent de respirer et de transpirer. Si on les laisse dans des sacs, particulièrement en plastique, une condensation rapide se forme à l'intérieur. Dans cet environnement humide et chaud, les bactéries responsables de la pourriture et les moisissures se développent alors instantanément. Une seule pomme de terre ou carotte gâtée peut, en quelques jours, contaminer tout le contenu du sac. De plus, l'arôme des légumes frais agit comme un véritable appel pour les souris et les rats. Ils n'auront aucun mal à percer les sacs et, non contents de dévorer une partie de votre récolte, ils souilleront le reste de leurs excréments. La règle est donc simple. La récolte doit être acheminée au plus vite vers son lieu de stockage définitif, une cave ou un cellier sec, frais et bien ventilé. Chaque jour de délai supplémentaire est un risque de voir disparaître ce que vous avez cultivé avec tant d'efforts tout l'été. Ne tardez pas, menez cette tâche à son terme sans attendre. Une fois les principaux travaux d'automne terminés, le potager rangé, les récoltes à l'abri dans la cave, un sentiment de soulagement nous envahit. On se dit qu'on peut enfin souffler et oublier les travaux du jardin jusqu'au printemps. Et c'est précisément cet état de relâchement total qui constitue une 13e erreur, et non des moindres, une erreur stratégique. Nous ignorons complètement l'importance de la planification. Pourquoi est-il crucial de le faire justement à l'automne? Parce que tout est encore frais dans notre mémoire. Vous vous souvenez parfaitement où vos tomates ont souffert du mildiou et où vos concombres ont été attaqués par l'oïdium. Vous vous rappelez quelle variété de courgettes a donné une récolte incroyable et laquelle s'est avérée insipide. Vous avez en tête les zones du potager ensoleillées le matin et celles où l'ombre du pommier tombe l'après-midi. Au printemps, la moitié de ces précieuses observations seront oubliées. Prenez une feuille de papier ou ouvrez les notes de votre téléphone. Dessinez un plan schématique de votre parcelle. Notez ce qui a poussé et où cette année. Cela vous aidera à respecter la rotation des cultures, une règle fondamentale de l'agrotechnique. Notez les variétés qui ont eu du succès et celles qui ont déçu. Réfléchissez à ce qui vous a manqué cette saison et à ce qui était en excès. Peut-être devriez-vous planter moins de courgettes mais plus de poivrons. Ou dédier un carré de potager aux herbes aromatiques. La planification automnale n'est pas une routine ennuyeuse. C'est un processus passionnant pour créer le potager de vos rêves pour l'année prochaine. Elle vous fera économiser du temps, de l'argent et des nerfs au printemps, quand chaque minute compte. L'automne est traditionnellement la saison des fertilisations. Nombre de jardiniers, désireux de bien préparer leur sol pour l'hiver, épandent du fumier frais sur leurs plates-bandes. La logique est simple. Il se décomposera pendant l'hiver et, au printemps, les plantes bénéficieront d'un excellent apport nutritif. Mais en pratique, c'est une erreur assez dangereuse. Le fumier frais, surtout de bovin ou de cheval, est un engrais très agressif. Il contient une forte concentration d'ammoniac et d'urée, substances qui peuvent être toxiques pour les micro-organismes du sol et les vers de terre. Si vous l'incorporez au sol avant l'hiver, il commencera bien sûr à se décomposer, mais ce processus sera très lent en raison des basses températures. Au printemps, il n'aura pas eu le temps de se transformer complètement en humus. Et lorsque vous planterez vos semis ou sèmerez vos graines dans ce sol,
Leurs jeunes racines délicates, au contact de cette matière organique semi-décomposée, risquent de subir de véritables brûlures chimiques. Au lieu d'apporter un bénéfice, vous causerez des dommages. De plus, le fumier frais contient une quantité considérable de graines de mauvaises herbes qui survivront sans problème à l'hiver et germeront abondamment au printemps. Pour l'hiver, il est donc impératif d'incorporer uniquement du fumier bien décomposé, aussi appelé terreau de fumier, ou du compost. Quant au fumier frais, il est préférable de l'ajouter au tas de compost où il se transformera en un an en un engrais sûr et très précieux. Notre regard se porte du potager au tapis émeraude de la pelouse. En octobre, l'herbe pousse moins activement. La tentation est grande de faire une dernière tonte un peu plus tôt et de ranger la tondeuse pour l'hiver. Ou, à l'inverse, de laisser l'herbe pousser afin qu'elle soit plus résistante pour l'hiver. Ces deux extrêmes représentent la 15e erreur qui pourrait vous priver d'une belle pelouse. Si vous tondez la pelouse trop court, l'herbe n'aura pas le temps d'accumuler suffisamment de nutriments dans ses racines pour l'hiver et s'affaiblira. Si, au contraire, vous la laissez trop haute, sous la neige, elle se couchera, pourrira, et au printemps, vous ne verrez pas un tapis vert, mais de vilaines plaques brunes devenues un foyer propice à la moisissure des neiges. La hauteur optimale de l'herbe avant l'hiver est de 5 à 7 cm. Laisser une épaisse couche de feuilles mortes sur la pelouse est également une grave erreur. Cette couche, tel un drap mouillé, bloque l'accès à l'air et à la lumière, ce qui favorise le pourrissement et les maladies. Il est impératif de ramasser les feuilles. Ce travail peut sembler fastidieux, mais il est absolument indispensable. Et, d'ailleurs, ces feuilles saines collectées constitueront un excellent apport de matière sèche pour votre compost ou serviront de paillis pour vos parterres. Une fois tous les travaux du jardin terminés, il reste une dernière tâche, préparer le système d'arrosage pour l'hiver. Et c'est là qu'on risque de commettre une erreur particulièrement insidieuse et coûteuse. La fatigue aidant, on a juste envie de débrancher le tuyau de la pompe, de l'enrouler et de le ranger à la va-vite dans l'abri de jardin. Mais on oublie souvent le robinet extérieur, le goutte à goutte ou encore les tuyaux enterrés de l'arrivée d'eau estivale. Quels en sont les risques ? L'eau piégée dans les flexibles, les robinets et les conduits se transformera en glace dès les premiers froids intenses. On se souvient de nos cours de physique, l'eau se dilate en gelant. Cette expansion a une force considérable. Elle peut facilement faire éclater les tuyaux en plastique, faire sauter les raccords, arracher les robinets ou endommager les coûteux pistolets d'arrosage. Lorsque le printemps reviendra et que vous réactiverez l'arrivée d'eau, une mauvaise surprise vous attendra, des fontaines jaillissant du sol et la nécessité de coûteuses réparations. D'où la règle d'or d'octobre, purgez l'eau de partout. Videz entièrement tous les tuyaux, soufflez le système de goutte à goutte et laissez tous les robinets ouverts pour l'hiver. Assurez-vous qu'il ne reste pas la moindre goutte d'eau. Cette procédure simple et rapide vous fera économiser beaucoup d'argent et bien des tracas la saison prochaine. L'octobre est là, le temps se gâte, et beaucoup pensent que la saison des plantations est désormais révolue. De nombreux jardiniers, n'ayant pas eu le temps de planter leurs bulbes en septembre, repoussent cette idée à l'année prochaine, non sans une certaine tristesse. Il est trop tard, pense-t-il, et c'est là qu'ils commettent une erreur très regrettable. Ils se privent ainsi d'un incroyable spectacle floral printanier. En réalité, octobre est le moment idéal pour planter de nombreux bulbes, en particulier les tulipes. Contrairement aux petits bulbes qui préfèrent une plantation plus précoce, les tulipes n'ont pas besoin d'une terre chaude pour s'enraciner. Une température du sol d'environ 7 à 9 degrés Celsius leur suffit amplement. Une plantation trop précoce en septembre peut même s'avérer néfaste. Le bulbe risquerait de s'enraciner et de germer, et la jeune pousse serait détruite par le gel. La plantation en octobre dans une terre déjà bien refroidie garantit que le bulbe ne fera que développer ses racines sans démarrer sa croissance aérienne. Il en va de même pour les narcisses et les jacinthes. L'essentiel est de réaliser la plantation 2 à 3 semaines avant les premières gelées persistantes afin de laisser au bulbe le temps de bien s'enraciner. Alors, si vous avez des bulbes en attente ou si vous prévoyez d'en acheter, n'hésitez plus. Octobre est votre chance de créer un magnifique parterre fleuri pour le printemps prochain.
Après les bulbes à fleurs, c'est au tour d'un autre incontournable de l'automne de faire son entrée, l'ail d'hiver. Un bel ail, bien dodu, fait la fierté de tout jardinier. Et pour l'obtenir, le secret réside dans le bon timing de la plantation. Beaucoup de jardiniers, surtout les débutants, ont tendance à se précipiter et à le planter en même temps que les tulipes, début ou mi-octobre, et c'est une erreur classique qui risque de réduire considérablement la récolte. L'ail, contrairement aux tulipes, doit non seulement s'enraciner pour bien passer l'hiver, mais surtout ne pas germer. Si on le plante dans une terre encore trop chaude, la gousse va rapidement émettre non seulement des racines, mais aussi des pousses vertes. Ces pousses, une fois sorties de terre, périront aux premières fortes gelées. La plante aura gaspillé de précieuses réserves nutritives pour leur croissance, s'affaiblira et entrera dans l'hiver déjà fragilisé. Bien sûr, elle repartira au printemps, mais la tête qui se formera sera au final plus petite. Le moment idéal pour planter l'ail d'hiver se situe environ 2 à 3 semaines avant que les gelées ne s'installent durablement. L'important n'est pas le calendrier, mais bien les conditions météorologiques. Lorsque les nuits sont constamment autour de 0 ou légèrement négatives et que les journées ne dépassent pas les plus 5 degrés Celsius, c'est le signal à ne pas manquer. Dans ces conditions, l'ail aura le temps de développer un système racinaire robuste, sans que sa partie aérienne ne commence à pousser. C'est la garantie d'un hivernage réussi et d'une future récolte généreuse. Après la récolte, lorsque les parcelles sont vides, certains jardiniers sont tentés de procéder à une désinfection générale du sol. Ils ont alors recours à de puissants fongicides et insecticides chimiques. L'objectif est compréhensible. Vouloir éliminer d'un seul coup tous les agents pathogènes et les larves de ravageurs qui se cachent encore dans la terre. Mais cette approche, c'est une erreur majeure, aux conséquences dévastatrices. Utiliser une chimie agressive à l'automne, c'est un peu comme un bombardement généralisé. Certes, vous éliminerez peut-être une partie des agents pathogènes, mais ce faisant, vous anéantirez également toute la microflore bénéfique, les bactéries qui rendent les nutriments accessibles aux plantes, les champignons qui vivent en symbiose avec les racines, et bien sûr les vers de terre, les principaux artisans de la fertilité du sol. Au final, vous ne vous retrouvez pas avec un sol sain, mais une terre stérile et morte, et un vide, comme chacun sait, est vite comblé. Au printemps, dans cette terre sans vie, les premiers à s'installer seront précisément les agents pathogènes les plus agressifs, qui n'auront plus aucun concurrent pour les gêner. Au lieu de cette stérilisation chimique, il est bien plus efficace et sûr d'opter pour une autre voie, celle de la revitalisation du sol. Apportez au sol du compost, du fumier bien décomposé, arrosez-le avec des solutions de micro-organismes efficaces, préparations EM, ou semez des engrais verts. Cette approche, loin de nuire, va peupler votre terre d'une armée d'auxiliaires précieux qui, par leur seule présence, maîtriseront le développement des maladies et amélioreront la structure du sol. Et pour finir, la 20e et dernière erreur de notre liste, celle-ci n'a rien à voir avec un dur labeur ou l'utilisation de produits chimiques, elle est plutôt le fruit de notre inattention. L'été est terminé, les fleurs ont fané, les légumes ont été récoltés et consommés. Nous nettoyons le jardin, retirant les tiges séchées des œillets d'Inde, des cosmos, des soucis, et arrachant les plants d'aneth ou de salade montés en graines. Et avec eux, nous jetons un don précieux de la nature, les graines. Négliger de récolter ses propres semences est une erreur des plus regrettables et insensées. Premièrement, c'est une question de pure économie. Le coût des sachets de graines en jardinerie ne cesse d'augmenter d'année en année. Alors que là, vous obtenez votre propre matériel de semis absolument gratuit. Deuxièmement, et c'est bien plus crucial, les graines récoltées sur des plantes ayant poussé dans votre propre jardin sont déjà parfaitement adaptées à votre sol, à votre climat et à vos conditions spécifiques. Les plants issus de ces semences seront plus robustes, plus sains et bien plus productifs. En octobre, par temps sec, c'est le moment idéal pour parcourir votre jardin muni de petits sacs en papier, récolter les graines de vos variétés de fleurs, d'herbes aromatiques et de légumes préférés. L'essentiel est de vous assurer qu'il ne s'agit pas d'hybrides F1, car ceux-ci ne transmettent pas fidèlement
leurs caractéristiques variétales à la génération suivante. Faites-les bien sécher et étiquetez-les soigneusement. Ce petit effort, réalisé en automne, vous apportera confiance et joie au printemps, au moment de semer vos propres semences, celles que vous savez éprouvées et fiables. Mais savez-vous quelle est la plus grande, la plus pernicieuse de toutes les erreurs? Elle n'est même pas liée à la bêche ou aux engrais. C'est l'idée que la saison du potager est terminée, que le mois d'octobre marque le clap de fin, après lequel on peut simplement refermer la barrière jusqu'au printemps. C'est une illusion fatale. En considérant octobre comme une fin, nous passons à côté d'une période en or, un temps précieux où se construit la santé de votre sol pour les années à venir, où l'on peut, sans précipitation, préparer les buts de culture, apporter des amendements à libération lente et poser les fondations d'une future abondance. C'est justement en octobre que nous ne clôturons pas, mais lançons la saison de l'année prochaine. Ainsi, octobre n'est pas un adieu au potager, mais un investissement intelligent et visionnaire pour son futur. En évitant ces erreurs, qui peuvent paraître simples mais sont cruciales, vous ferez un pas de géant vers des plantes robustes et des récoltes généreuses. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu vous a plu ou que vous avez appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos prochains conseils. Et vous, quelles sont les tâches automnales que vous jugez indispensables au jardin? Ou peut-être avez-vous commis l'une de ces erreurs et souhaitez partager votre expérience? Racontez-nous en commentaire, j'ai hâte de vous lire.